4. Ok, c'est bon. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous et toutes. Donc, en attendant que tout le monde puisse se connecter, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser un peu le chat que vous avez sur votre droite, et puis que vous puissiez également vous présenter en disant qui vous êtes, et puis à la limite votre profession, d'où vous venez. Ça nous permettra de faire un petit peu connaissance. Et vous pourrez également aussi participer à une petite question qu'on a mis sous forme de sondage, qui est en gros, est-ce que vous connaissez déjà la différence entre diversité et inclusion? Ce que je vous propose, c'est qu'on on garde encore 2-3 petites minutes le temps que tout le monde se connecte. Et puis après, derrière, on se lance vraiment dans le sujet. Ça va? Ça me va. OK. N'hésitez pas à aller partager nous qui vous êtes, d'où vous venez, qu'on voit un petit peu si vous venez des 4 coins de la France. Alors, les ressources humaines sont présents. De notre côté, c'est un peu un sujet au cœur des ressources humaines, l'inclusion. Bonjour Anne, du coup. Bonjour Margot. Encore les ressources humaines. Grenoble, on commence à faire un petit tour de France. New York, Grenoble, deux extrémités. Ah, des Nantais, des locaux. Marseille. Ah bah chargé accompagnement référent handicap. Préparation du DU, en effet. On pourra en parler si vous voulez tout à l'heure dans les questions diverses du rôle de référent handicap. Gironde. Saucey-les-Pins. Alors je ne saurais pas le placer à côté de Bordeaux. Aucune idée, ma géographie n'est pas assez bonne. Bayonne, on a quand même pas mal de l'ouest de la France aussi. Ok, on se laisse encore 30 secondes. Merci en tout cas. Pour ceux qui arrivent, on a demandé un petit peu à tout le monde de se présenter, en gros, qui vous êtes, d'où vous venez. De plus en plus collectif. Marseille. Responsable paye, on voit aussi paye. Beaucoup de RH ou de responsables handicap, en effet. On va parler du handicap, mais on verra que ça fait partie de l'inclusion, mais que l'inclusion est un peu plus large. Une nouvelle RH. Non, si, l'Est de la France, je crois qu'on n'avait pas pour l'instant. On a même quelqu'un qui s'est connecté depuis la Réunion. Alors, je ne sais pas exactement quelle heure il est à la Réunion, mais on est vraiment sur toute la France. Ok. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on se lance. On est parti. Merci à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent également. On est vraiment ravis de vous accueillir sur ce webinaire pour l'inclusion. Et c'est le challenge qu'on s'est fixé aujourd'hui avec Vincent, c'est de pouvoir vous inclure dans cette réflexion, de vous embarquer avec nous. Alors, pourquoi le choix de ce webinaire sur l'inclusion? Parce qu'on parle beaucoup de diversité et un peu moins d'inclusion. Et pourtant, on va le voir, cette notion, elle est vraiment fondamentale. Faire de la diversité, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Pourquoi? Parce que le but, c'est bien que ça profite à tous et à la performance de vos entreprises. Et pour ça, il faut développer l'inclusion. Alors moi, je suis Coralie Bonneau, je suis consultante formatrice au sein de LGP Conseil et je suis accompagnée de Vincent. Bonjour Vincent. Tu es consultant également et surtout, tu es spécialiste de ces sujets, de la diversité, de l'inclusion et particulièrement du handicap. Tout à fait, Coralie, c'est ça. Donc, écoutez, bonjour à tous, merci d'être présents. Effectivement, ça fait à peu près 15 ans que je travaille sur cette thématique de l'inclusion et plus spécialement sur le handicap. Donc, tout au long de ce webinaire, je vais essayer de vous partager mon expérience et puis vous donner des exemples qui vont pouvoir illustrer mes propos tout au long de cette demi-heure, 3/4 d'heure qu'on va passer ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est rentrons rapidement dans le vif du sujet. Alors, concrètement, de quoi on va parler? Donc, aujourd'hui, on va commencer par définir la notion de la diversité et de l'inclusion. La diversité, qu'est-ce que c'est? Et l'inclusion, qu'est-ce que c'est? Puis on verra derrière pourquoi il y a un enjeu à développer une démarche ou une politique inclusive. Ensuite, on vous donnera des clés pour développer l'inclusion dans votre entreprise. Et puis, on terminera par s'intéresser par la mesure de l'impact des actions menées, puisqu'on souvent on dit « il n'y a pas de progrès sans mesure ». Donc, vous l'aurez compris, notre webinaire va se dérouler en 4 étapes. Tout ça devrait nous prendre environ une trentaine de minutes. Et puis ensuite, on aura une quinzaine de minutes pour échanger avec vous, répondre à vos questions sur les thématiques que vous souhaitez.
Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ce que je vous propose, n'hésitez pas à nous mettre des petits OK dans le chat. Je me permets, je rouvre le chat. Mettez-nous des petits OK. Et si ça vous va, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Les réactions sont très rapides. Ok. Bon, vous avez l'air partant, donc on se lance. Eh bien, Vincent, pour démarrer justement, comment est-ce que tu définirais l'inclusion? Ok, alors en ce qui me concerne, moi je partirais d'une phrase qui me plaît particulièrement pour lancer la définition de l'inclusion. Vous la voyez apparaître à l'écran, c'est en gros, la diversité, c'est être invité à la fête. L'inclusion, c'est être invité à danser. Ce n'est pas de moi, c'est de Verna Meyer, alors tenez-vous bien, qui est vice-présidente en charge de la stratégie d'inclusion dans une grande société mondiale de partage de contenu qu'on ne citera pas. Alors personnellement, cette phrase, je rajouterais aussi que l'inclusion, c'est même avoir l'envie de danser. Parce que l'inclusion suppose de se sentir suffisamment libre et en confiance pour souhaiter participer activement à un projet collectif. Ok Vincent, mais je ne suis pas certaine qu'on les ait beaucoup avancés avec notre métaphore. Ok, je vais essayer d'être un peu plus concret. Donc pour être plus concret, on va définir 3 notions. On va parler de discrimination, de diversité et d'inclusion. Je vous propose qu'on s'appuie sur le schéma que vous venez de voir apparaître pour parler de ces 3 notions. Alors, premièrement, la discrimination. On part sur notre bulle de gauche. La discrimination, c'est dès qu'un groupe qui a des compétences équivalentes à un autre fait face à tout type d'inégalité, comme par exemple les femmes qui sont moins rémunérées que les hommes à poste équivalent. On en parlera après si tu veux bien d'ailleurs. Ouais, on en parlera après, je note, pas de souci. Et donc, si on regarde le schéma que vous avez devant les yeux, on se rend compte que la discrimination, eh bien, elle exclut des personnes. Sauf que si on exclut, on a des groupes composés de personnes identiques qui vont avoir tendance à penser de façon identique. On voit un peu tout l'ensemble de nos petits points blancs qui se ressemblent. Et c'est pour éviter ça que les entreprises s'engagent dans la diversité, parce qu'elles doivent leur apporter plus de créativité et d'innovation. Donc on passe derrière à notre deuxième bulle qui parle de la diversité. Au sens strict, la diversité, ça permet de caractériser un groupe à un moment donné. En gros, c'est comme si je prenais une photo de mon groupe à un moment donné. On répond à la question, est-ce que le groupe est homogène ou hétérogène? Pour faire simple, ça veut dire que plus il y a de personnes différentes dans mon entreprise, et plus mon entreprise va être considérée comme diverse. Si on revient à notre schéma, il y a 2 risques à la diversité. Le premier, qui est plutôt en haut, c'est que les individus vont se regrouper entre eux. En fait, ils vont s'affilier à des personnes qui ont les mêmes caractéristiques, même culture, même langue. Et alors là, on parlera de communautarisme ou de repli sur soi. C'est aussi ça qui peut gérer des conflits, des incompréhensions, en fait, entre les différents groupes. Et puis, deuxième risque, c'est que les individus vont faire des efforts pour s'intégrer en gommant leurs différences, pour faire comme les autres, en fait. Et là, on sera plutôt sur l'assimilation, du déni de soi et du conformisme. Donc, factuellement, là, votre collectif est divers. Vous avez des individus différents, chacun avec des capacités différentes et sûrement complémentaires. Sauf que là, si ça s'arrête là, le potentiel des individus ne s'exprime pas, voire même ils vont dépérir ou quitter l'entreprise. Les bénéfices attendus en termes de créativité, d'innovation ne seront alors jamais perçus. Ce que tu évoques, Vincent, ça me fait penser à une mission, je ne sais pas si tu te souviens, on avait accompagné une entreprise maraîchère et elle avait fait le choix de recruter des personnes avec des nationalités très variées. Seulement, elle n'avait pas été jusqu'à l'inclusion et donc elle s'est retrouvée assez rapidement avec des groupes qui travaillaient chacun de leur côté en silo. Et donc ces clans avaient chacun des cultures et des usages très hétérogènes. Et les incompréhensions que ça a générées se sont vite transformées en conflits. Et du coup, effectivement, cette entreprise avait vraiment des difficultés parce que la productivité attendue n'était pas au rendez-vous. Je te remercie, en effet, c'est un exemple très parlant. Et justement, c'est là que va intervenir l'inclusion. L'inclusion, c'est le processus qui vise à supprimer les obstacles qui empêchent un individu de faire vraiment partie d'un collectif. On va donc adapter l'environnement de l'entreprise pour encourager la participation de tous. Ok, bon, ça me paraît super clair ce qu'on vient de dire. Du coup, j'ai assez envie de reprendre notre métaphore de la fête pour illustrer tout ça. Vas-y, je t'en prie. Alors, une politique diversité, finalement, c'est inviter tout le monde à la fête, peu importe ses caractéristiques. Mais il y a des risques de voir des petits groupes un peu chacun de leur côté
et pas grand monde réunis sur la piste de danse. C'est ça. Alors, ça rappelle un peu les booms qu'on avait en colo plus jeunes. L'inclusion, justement, ça va permettre de se poser la question de comment amener tous mes invités à danser. Et donc, si vous invitez les personnes à danser avec un seul style de musique qui passe en boucle, ou que vous avez plus de chaises que d'espace pour danser, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de succès. Par contre, si vous enlevez les chaises et que vous passez plein de styles de musique différents, vos invités seront beaucoup plus tentés d'aller danser. C'est tout à fait ça. Tu as bien résumé les choses. Et en gros, si tout le monde danse, eh ben, l'ambiance est meilleure et vos invités, ils auront sûrement envie de rester jusqu'au bout de la nuit. Ça permet au final de les fidéliser. Bon, allez, promis, on s'arrête là avec notre métaphore, on va dire juste pour le moment. Oui, alors tu évoquais la fidélisation, je vois où tu veux nous emmener et on va évidemment détailler tous les bénéfices pour vos entreprises, mais avant, je propose qu'on prenne quelques minutes pour expliquer aussi les bénéfices pour les individus et leur développement. Ok, je te laisse démarrer. Ok. Donc, on a vu que grâce à votre politique diversité, vous avez des individus différents et chacun va avoir des capacités qui sont elles aussi différentes et complémentaires. On a aussi mis en avant le fait qu'il y avait un risque que ce potentiel, ces capacités, ne s'expriment pas. L'inclusion, elle va permettre d'éviter ça. En fait, elle va vous permettre de transformer les capacités en capabilités. Alors, dit comme ça peut paraître un peu philosophique. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement le lien ? Ok, alors je vais essayer d'être un peu plus clair, mais en gros, l'inclusion, c'est s'intéresser à la manière dont on envisage le vivre ensemble, le travailler ensemble. C'est changer de regard sur le rôle sur le rôle du travail. Les individus, ils ne rejoignent pas une entreprise uniquement pour produire. Ils rejoignent un collectif et ils cherchent à y développer ce qu'on appelle une expérience sociale. Les notions de cohésion, de sens et de bien-être au travail deviennent donc centrales, deviennent donc fondamentales. Et si ces besoins ne sont pas satisfaits, eh bien, les personnes ne resteront pas dans votre entreprise. C'est ce qu'on observe depuis le Covid, un phénomène qui augmente de plus en plus. Et bien là, c'est l'inclusion qui permet de donner l'opportunité réelle à chacun de contribuer au projet de l'entreprise sans avoir à renier une partie de ce qu'il ou elle est. Ok, donc si je te suis, on sort de l'approche de ressources humaines. Alors, avec ces aucun RH ici, c'est juste que dans l'approche qu'on a des personnes, on va plus se focaliser sur l'idée d'un potentiel à développer. Donc, du coup, c'est quoi exactement cette idée de potentiel ? On peut reprendre un petit peu le schéma là, mais en gros, ça veut dire que chaque individu détient des capacités ou des compétences qui sont issues en fait de ses expériences de vie professionnelles ou personnelles. Et une première étape, c'est bien d'avoir une diversité de potentiels et de compétences. Et l'inclusion, c'est ce qui permet de passer du postulat « mes collaborateurs savent faire ça » à « ils peuvent réellement faire ça ». Je prends un exemple. Vous êtes une ESN, donc une entreprise informatique, et puis vous décidez de recruter un nouveau collaborateur, un nouveau développeur, qui s'avère être malvoyant. Alors ce collaborateur qui a été recruté à partir de ses compétences va avoir les capacités pour coder, pour apporter de nouvelles idées à l'équipe. Mais si mon entreprise ne met rien en place pour l'inclure dans la dynamique collective, par exemple faire évoluer ses modes de communication, ou tout simplement pour répondre à ces contraintes de handicap avec des aménagements techniques du poste de travail, eh bien alors ce nouveau collaborateur ne pourra pas réellement le faire. Par contre, si mon entreprise met en place ces aménagements, exemple, des réunions avec moins de support visuel, ou une plage braille, une synthèse vocale, alors je lui donne l'opportunité réelle d'utiliser ses compétences. Ok. Alors, si je résume, mettre en place une politique d'inclusion, c'est d'abord interroger le fonctionnement et les valeurs de l'entreprise. À chaque fois, on va se poser la question de savoir est-ce que ça donne des occasions de développer le potentiel de mes collaborateurs ou est-ce que ça les freine dans l'utilisation de leurs compétences. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est posé ces questions, on va mettre en place des actions pour essayer d'éliminer le plus possible ce qu'on appelle les obstacles de conversion, un peu toutes les contraintes qui peuvent exister. Et à l'inverse, on va développer les facteurs de conversion, les conditions de réussite en quelque sorte. Et ça suppose d'accepter de bouger les lignes organisationnelles et culturelles de l'entreprise pour que chacun y trouve sa place. Alors, pour ceux qui sont un peu amateurs de théorie, on est sur le champ de la socialisation organisationnelle et on est dans une approche qu'on appelle interactionniste, c'est-à-dire que l'individu interagit avec son environnement. Ok, donc l'inclusion, elle met en place les conditions qui permettent à chaque individu de se sentir reconnu et de mobiliser ses compétences.
En créant un environnement inclusif, accueillant, on donne envie aux personnes de s'engager dans le projet d'entreprise. Et bien entendu, les avantages de l'inclusion pour votre entreprise, ils ne s'arrêtent pas là. En effet, l'inclusion va créer une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise et son collectif. En fait, les avantages de la diversité qui sont mis en avant par la presse, alors on en a parlé tout à l'heure, la créativité, l'innovation, l'attractivité, sont en réalité le résultat d'une culture inclusive qui permet à chacun d'exprimer pleinement son potentiel. D'ailleurs, il y a une étude récente menée en 2020 par le cabinet Deloitte qui montre que les entreprises qui pratiquent une politique inclusive génèrent jusqu'à 30% de chiffre d'affaires supplémentaire par salarié et une profitabilité supérieure à celle de leurs concurrents. Tout à fait. Alors, ces chiffres ils peuvent paraître impressionnants et ils s'expliquent par le fait que l'inclusion est un levier de performance qui impacte 6 dimensions différentes. C'est celle que vous voyez juste devant vous, l'engagement social, mais également la marque employeur ou l'engagement des collaborateurs. Ça impacte également la capacité à évoluer de votre entreprise, son capital immatériel et enfin, ça permet de réduire les coûts cachés. Alors, je propose qu'on illustre chacun de ces domaines, ce sera plus parlant. Et ce qu'on peut faire, c'est démarrer avec un avantage qui est très souvent mis en avant justement pour la diversité, mais qui prend encore une autre dimension avec l'inclusion. Il s'agit de l'enrichissement de votre marque employeur. En effet, si vous êtes identifié comme une entreprise inclusive, vous allez pouvoir véhiculer une image positive parce que l'inclusion, elle s'intègre dans une démarche RSE. Et aujourd'hui, c'est un argument qui est vraiment apprécié par les collaborateurs. C'est important pour attirer, ils y sont de plus en plus sensibles. Ok, donc si je comprends bien, le lien entre l'inclusion et la marque employeur, c'est la RSE. Oui. Ok, donc l'inclusion s'inscrit dans le volet social de la RSE. C'est un moyen pour votre entreprise d'avoir un impact positif sur la société. Vous allez donner l'opportunité à des personnes exclues de certaines professions à cause de stéréotypes, de préjugés, on a tous entendu parler, de travailler et donc de se développer. Vous pouvez même vous faire labelliser pour prouver que vous ne faites pas ce qu'on appelle de la cosmétique ou même ce qu'on entend parler en ce moment du diversity washing. Et en gros, montrer que votre engagement, eh bien, il est réel. Et à ce titre, il y a même l'AFNOR qui a créé en 2020 un label qu'on appelle RSEI, donc responsabilité sociétale des entreprises, et le I pour inclusive. Exactement. L'inclusion, elle permet aussi de bénéficier d'un meilleur engagement de vos collaborateurs. Alors, tout d'abord, elle va permettre de les fidéliser. L'inclusion, elle garantit qu'il y a une cohérence entre l'expérience candidat et l'expérience collaborateur, c'est-à-dire exactement ce que tu disais, Vincent, que vous n'avez pas juste vendu du rêve pendant le processus de recrutement. L'inclusion, elle permet aussi de cultiver un esprit ouvert et une culture d'acceptation bienveillante. Et ça permet aux salariés de rester authentiques et alignés. Et grâce à ça, vos employés vont davantage s'attacher à l'entreprise parce que vous ne cherchez pas à les transformer, vous êtes à leur écoute, peu importe leur origine ou leur genre. Vous allez donc favoriser l'engagement durable de vos collaborateurs. Et c'est cet engagement et cette fidélisation qui constituent ensuite des leviers de performance, cette fois économiques. Tout à fait. Donc, comme tu viens de le dire, grâce à l'inclusion, vous avez des collaborateurs engagés et vous avez développé des pratiques et une culture qui favorise les échanges entre eux et les débats d'idées. Donc, face à une situation imprévue ou une difficulté, eh bien, vous allez pouvoir vous appuyer sur une multitude de points de vue différents. Et il y a toutes les chances pour que cela fasse émerger une solution qui n'aurait pas pu être envisagée si tous vos collaborateurs étaient similaires et avaient la même manière de réfléchir. Et étant donné le caractère de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu de l'environnement mondial, bénéficier d'une intelligence collective et d'une capacité à innover et à être créatif, eh bien, ça devient un atout considérable de performance durable. C'est le fameux VUCA. C'est ça. Alors, les deux derniers types de bénéfices, ils sont un peu moins connus, ils sont pourtant essentiels. C'est le capital immatériel et les coûts cachés. Alors, le capital immatériel, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à tous les actifs immatériels qui vont participer à la rentabilité actuelle et future de votre entreprise. La seule chose, c'est que leur valeur n'apparaît pas dans le bilan. L'exemple le plus connu, c'est celui des brevets, excusez-moi. Et on y trouve également dans ce capital immatériel ce qu'on appelle les dynamiques humaines. Donc, ça va être tout ce qui tourne autour de la force de votre collectif, du niveau de formation des personnes et de leur engagement. L'inclusion, elle améliore ces dynamiques. D'abord, on vient de voir qu'elle renforçait l'engagement des collaborateurs. Ensuite, elle implique d'investir dans la formation. Et surtout, elle cherche à renforcer la cohésion.
Autrement dit, elle permet de constituer un collectif qui va être soudé, formé et motivé. Maintenant, si vous mettez dans la peau d'un acheteur et que vous avez le choix entre acheter cette entreprise et en acheter une autre qui ne fait pas particulièrement d'inclusion et où le collectif est peu engagé et où il existe des conflits, on peut prendre les paris sur le fait que vous allez choisir l'entreprise inclusive. Oui, en effet, je pense que je ferai ce choix-là aussi. Du coup, je comprends mieux, c'est plus clair. Mais tu m'as aussi parlé des coûts cachés. Oui, les coûts cachés, c'est une notion qui est très intéressante. Elle fait référence à des coûts qui sont le résultat de dysfonctionnements. Les dysfonctionnements, ça peut être par exemple le turnover ou l'absentéisme. Alors, ces dysfonctionnements, je suis sûre que vous les connaissez. On évalue le taux d'absentéisme ou de turnover. Pour les RH, je pense que c'est des indicateurs que vous suivez d'assez près, mais on ne mesure pas forcément le coût financier de ces dysfonctionnements. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des coûts qui sont cachés. Si je prends l'exemple de l'absentéisme, on se rend compte qu'il y a différents impacts et qu'ils sont coûteux. Par exemple, vous allez maintenir le salaire de la personne absente, donc vous versez en quelque sorte du salaire aux absents. Vous allez aussi avoir recours à de l'intérim pour les remplacer. Ça, ce sont des exemples typiques de coûts cachés. Ils n'apparaissent pas aujourd'hui dans votre contrôle de gestion. Et si vous mettez en place une culture inclusive, eh bien, vous allez améliorer le bien-être des personnes, ce qui va réduire l'absentéisme et les turnovers, donc les coûts cachés qui vont avec. Ok, et si on veut prendre un autre exemple, on a vu que si on fait de la diversité sans inclusion, alors le potentiel de ces personnes ne s'exprime pas. Donc, elles ne créent pas autant de valeur ajoutée qu'espéré. C'est aussi une forme de coût caché. Et on a même entendu parler de destruction de potentiel. Oui, c'est exactement ça. Alors, maintenant que vous êtes convaincu de l'intérêt d'adopter une culture inclusive, on se dit qu'il est peut-être temps de vous donner quelques pistes pour réussir cette démarche. Alors, on ne va pas vous donner des actions clés en main, tout simplement parce qu'en matière d'inclusion, ça ne fonctionne pas très bien. Je pense que Vincent, tu ne contrediras pas. Voilà. Vous avez chacun et chacune des contextes différents, c'est ce qui fait la richesse. Donc, pas de solution toute faite ici. Par contre, on peut vous conseiller quelques bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves. En effet, et si on devait résumer les conditions de réussite pour une démarche inclusion, on pourrait dire la chose suivante. Il est nécessaire d'impliquer l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire mobiliser tous les acteurs à tous les niveaux, et en fait de penser l'inclusion jusque dans les moindres détails. Et vous commencez à nous connaître, on va utiliser une métaphore pour imaginer un peu notre propos, et on vous emmène dans l'univers de la musique. Alors, l'image de départ, elle est simple. Grâce à la politique diversité, vous avez pu réunir plein de musiciens qui jouent chacun avec des instruments différents. Le prochain défi, c'est de réussir à faire en sorte que chacun joue et que l'ensemble donne une mélodie harmonieuse. Donc finalement, la question, c'est comment faire pour produire cette mélodie harmonieuse? Eh bien, on vous propose 3 conditions. Alors, la condition numéro 1, pas de mélodie sans muse. En mythologie, les muses, elles inspirent les artistes. Dans notre métaphore, eh bien, la muse, c'est la gouvernance de l'entreprise. Elle a la responsabilité d'inspirer le reste de l'entreprise en définissant et partageant la vision et le projet de l'entreprise. Et inscrire l'inclusion dans les priorités stratégiques de l'entreprise envoie un message fort à l'ensemble du collectif. Alors, mais inspirer, c'est aussi agir en tant que sponsor de la démarche pour lui donner de la visibilité et de la légitimité. Alors attention, on vous parlait d'exemple tout à l'heure par rapport à mon parcours. Si on prend l'exemple du handicap, évitez d'en parler une seule fois dans l'année, pendant la semaine pour l'emploi des personnes handicapées en novembre. Très clairement, ce n'est pas ça agir en tant que sponsor de l'inclusion. Il faut l'incarner continuellement et donner les moyens de la réaliser, des moyens humains, techniques et financiers. Ok, donc une fois qu'on a la muse, on arrive à la condition numéro 2. Il faut composer votre mélodie. Et la mélodie, c'est la stratégie RH qui va s'en charger. Elle décline la stratégie en objectifs concrets. Alors, prenons un exemple. La gouvernance fixe le cap, elle décide qu'elle veut mettre l'accent sur la parité. L'objectif est clair, 50% de femmes à des fonctions managériales d'ici 3 ans. Les ressources humaines vont pouvoir activer les leviers du recrutement, de la formation ou encore de l'accompagnement des managers pour soutenir cet objectif. Alors, on ne va peut-être pas tous les passer en revue, mais on peut prendre déjà l'étape du recrutement. Pour recruter des femmes, les RH vont devoir faire attention à la manière dont les offres d'emploi sont rédigées. Ça peut paraître un peu bête, pourtant, il y a des études qui ont montré qu'une offre qui inscrit développeur/développeuse attirera plus facilement des développeuses
que si on écrit développeur.se en écriture dite inclusive. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais les chiffres le montrent. Je vous propose un autre exemple, celui de la formation. C'est un levier qui est très puissant et essentiel pour réussir votre démarche d'inclusion. La formation, c'est un moyen de faire prendre conscience et de déconstruire les stéréotypes. Et des stéréotypes, on en a tous. Un exemple assez typique, on va avoir le réflexe de parler d'une sage femme. On parle rarement d'un sage homme. Voilà. Et sauf que ces stéréotypes, il est essentiel de les déconstruire parce qu'ensuite, ils vont influencer nos comportements et nos décisions. Ok, donc la deuxième condition, c'est fait. DRH. DRH. Donc la troisième condition, notre condition numéro 3, et pour tout ça, il faut un chef d'orchestre pour pouvoir guider nos musiciens. Donc notre chef d'orchestre, dans notre métaphore, c'est le manager. Il est les relais de la gouvernance auprès des équipes. Il faut donc s'assurer de faire des managers, des ambassadeurs de l'inclusion, qu'ils communiquent le projet d'entreprise et s'assurent au quotidien que les collaborateurs aient le comportement approprié. Tout à fait. Alors, imaginons par exemple qu'un collaborateur fasse une réflexion misogyne pendant une réunion. On va dire, c'est du travail de femme. Voilà, une belle réflexion misogyne. Ça ne va pas être la même chose si votre manager ne dit rien et laisse couler, soit parce qu'il ne sait pas comment faire, soit parce qu'il n'ose pas faire, ou si par contre il intervient en disant que ce comportement n'est pas acceptable, n'est pas OK. Et c'est le manager qui rend effectif, tangible, une culture de l'inclusion en guidant les comportements selon ce cadre de référence. Exactement. Donc là, on voit à quel point ces acteurs de l'entreprise jouent un rôle essentiel. La gouvernance, elle inspire et elle impulse la dynamique. Les RH vont utiliser les différents leviers pour réaliser la stratégie d'inclusion. Et les managers ont la responsabilité de faire vivre au quotidien la démarche dans leurs équipes. Alors, une démarche d'inclusion, ça reste un projet, une conduite du changement. Donc, je vous propose ces quelques conseils complémentaires qui peuvent être intéressants. Alors, je peux vous en donner un comme ça. Déjà, c'est de privilégier une approche participative avec ce qu'on appelle une méthode des petits pas. L'idée de cette méthode, c'est de ne pas chercher à révolutionner votre entreprise du jour au lendemain, mais plutôt de prioriser, de choisir votre combat, entre guillemets, et ensuite d'essayer de vous appuyer sur des groupes de travail qui soient les plus divers possibles pour éviter le risque que vos actions se révèlent clivantes. Ce serait quand même ballot. Et par rapport à ça, donc le deuxième conseil complémentaire qu'on peut vous donner, c'est de communiquer. Si on prend l'exemple de la méthode à petits pas, où tu disais, si vous réalisez une action intéressante dans le cadre de l'inclusion, prenez le temps de partager l'initiative menée pour lui donner de la visibilité, et que ce soit en interne ou en externe. Tout à fait. Et pour faire ça, vous pouvez identifier et vous appuyer sur des alliés. Alors, la gouvernance et les RH, on l'a vu, ils sont essentiels, mais seuls, ils vont avoir du mal à insuffler la dynamique. Donc, vous allez avoir besoin d'identifier des personnes qui sont convaincues de l'intérêt de cette démarche pour pouvoir relayer vos messages et embarquer toute l'organisation. Et à partir de là, après ces derniers conseils, il ne me restera plus qu'à mesurer régulièrement l'impact des actions menées. On dit qu'il n'existe que ce qui est mesuré, sinon, en gros, vous allez piloter à l'aveugle. Donc, on va vite penser à des indicateurs, dont on parlait tout à l'heure, plutôt d'ordre quantitatif, qui mesurent la diversité dans votre entreprise. Alors, on pourra parler de pyramide des âges, de taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Mais en ce qui concerne l'inclusion, et si on veut des indicateurs plus qualitatifs, elle reste plus difficilement mesurable. Ce qu'on va pouvoir mesurer, ce sont des effets, des actions de l'inclusion. En supprimant les obstacles de conversion, donc ce qu'on a évoqué un peu plus haut, on va agir pour le développement humain de notre entreprise et on va ainsi pouvoir apprécier les effets de l'inclusion à travers ce qu'on appelle l'empreinte de développement humain. Et pour ça, chez les GP Conseil, nous avons développé un outil qui vous permet justement de mesurer la perception de vos collaborateurs en matière de développement humain. Coralie, je te laisse la présenter. Oui, avec plaisir. Alors, le site monedh.com, il permet de mesurer l'empreinte de développement humain, exactement comme vous pourriez mesurer l'empreinte carbone de votre entreprise. Cet outil, il permet notamment de répondre à la question « Qu'est-ce qui fait qu'une personne se sent inclue ?» Et les seuls qui vont pouvoir vous répondre, c'est les collaborateurs. Donc, il s'agit d'aller mesurer la perception qu'ont les collaborateurs des actions que vous mettez en place à travers une enquête. Alors, c'est rapide, c'est un questionnaire de 24 questions et il est gratuit.
Vous pouvez d'ailleurs accéder au site directement. Normalement, on vous a mis le lien pour pouvoir y accéder. Donc, sur ce site, vous allez retrouver ensuite, vous allez créer votre compte, vous allez lancer votre campagne et ensuite, vous allez recevoir un rapport. Donc, vous voyez un exemple à l'écran sur une échelle de Likert à 6 niveaux. C'est la manière dont les résultats vont ressortir et qui vous permettent de vous positionner par rapport à différentes dimensions du développement humain. Et une fois que vous avez cette empreinte de développement humain, eh bien, on peut se faire un plaisir de vous accompagner pour construire un vrai programme d'inclusion, autrement dit, un programme de développement humain. Merci Coralie, ça me semble plutôt rapide mais clair en tout cas sur cette présentation de mon EDH. Alors je vois le temps qui défile, ça va être déjà le moment en tout cas de conclure sur cette première partie. Je vous propose qu'on puisse derrière répondre à vos questions si vous en avez dans le chat, on va ouvrir notre chat. On espère en tout cas que ce webinaire il a été compréhensible, enrichissant et en gros qu'il vous a convaincu dans l'idée de continuer ou de vous lancer dans une démarche inclusive, dans une démarche d'inclusion. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre présence. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez laisser libre cours à vos questions à travers le chat et on va essayer d'y répondre. Alors, on va essayer d'accéder à vos questions. Ah oui, le support. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'était le début. Oui, vous aurez accès au support. Là, juste à la fin du webinaire, vous aurez en effet vous aurez accès au support. Alors, je vois des questions sur comment être identifié comme une entreprise inclusive via notre marque employeur. Alors, je ne suis pas sûre si on a la question et la réponse ou si c'est une vraie question. En tout cas, je vais apporter une réponse complémentaire parce qu'on a une autre question qui posait la question du label. Vincent l'a présenté rapidement. Effectivement, l'AFNOR a créé un label qui s'appelle le label RSEI. Et qui permet de vraiment mettre l'accent sur le fait que vous êtes engagé en RSE sur le volet de l'inclusion. Et donc, comme tous les labels, vous avez un petit contrôle qui permet de prouver réellement que votre démarche, elle n'est pas en surface, mais qu'elle concerne bien toute l'organisation. Et ça, ensuite, vous pourrez bien évidemment le mettre en avant dans ce qu'on appelle la marque employeur, par exemple sur votre site Internet, et en parler aux candidats quand vous les recevrez. Je vois l'autre question. En termes d'outils, est-ce qu'il existe d'autres choses qu'une enquête? Alors, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, mon EDH, c'est une enquête pour mesurer votre empreinte de développement humain, mais aussi c'est le début d'un accompagnement. Donc, derrière, nous, on va pouvoir vous accompagner pour mettre en place des actions, identifier des leviers, des points d'amélioration, et pour éviter de partir un peu dans le vide. Donc, c'est vraiment partir de la perception de vos collaborateurs. Exactement. Si je peux compléter, alors il faut savoir qu'une démarche d'inclusion, on ne l'a peut-être pas forcément mis très en avant, mais c'est une démarche qui s'inscrit sur le long terme. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc un indicateur qualitatif comme mon EDH, il est très intéressant pour vraiment prendre la température auprès de vos équipes. Vous pouvez aussi avoir d'autres types d'indicateurs qui vont avoir du sens si vous les suivez dans le temps. Par exemple, là, on a pris l'exemple de vouloir 50% de femmes à des fonctions managériales d'ici 3 ans. Eh bien, vous allez pouvoir mettre en place un indicateur qui vous permet de mesurer d'où vous partez et où vous arrivez. Et c'est l'évolution dans le temps qui va être aussi un moyen de percevoir l'impact de vos actions d'inclusion. Ok, alors je vois 2 autres questions, plutôt sur les formations et les sensibilisations à la diversité et à l'inclusion. Alors oui, c'est des choses que l'on fait, alors que l'on peut faire soit en inter, soit aussi en intra chez vous. Ça peut être par exemple sensibiliser un collectif à ce que c'est la diversité, ce que c'est l'inclusion. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, il va falloir emmener dans ce projet l'ensemble de vos collaborateurs. Donc c'est toujours intéressant de les former et de les sensibiliser. Donc là, voilà, on n'hésitera pas à prendre contact derrière après, vous aurez nos coordonnées sur ça. Et du coup, pareil, des conseils pour aborder le handicap invisible, c'est ce qu'on disait, le handicap fait partie de l'inclusion. Après, on a des formations qui existent, qui sont dédiées au handicap. On peut faire des sensibilisations, des formations de managers, et on a notamment le 11 mai, si je ne me trompe pas, une formation de devenir référent handicap en interne, qui se passera dans les locaux de LGP. Donc, n'hésitez pas, on a encore des places, n'hésitez pas à vous inscrire, à aller directement sur notre site ou à nous faire un petit commentaire en chat. Mais voilà, c'est des formations, et dans ces formations-là, on abordera notamment ce terme, c'est comment j'aborde le handicap, comment j'aborde avec les collaborateurs et comment je l'aborde aussi avec une personne qui est concernée, qui est en situation de handicap. Ok. Est-ce qu'on a oublié des questions? Alors,
Mon EDH me permet-il de valoriser mes bonnes pratiques d'inclusion? Alors, la réponse est plutôt oui, puisque les bonnes pratiques, elles vont être perçues positivement par les collaborateurs. Et comme mon EDH, il permet d'aller interroger, d'aller recueillir cette perception, ça va vous permettre déjà de vérifier que ce que vous avez identifié comme des bonnes pratiques est perçu comme des bonnes pratiques. Et ensuite, étant donné que mon EDH, ça va vous donner un score de développement humain, eh bien ce score, il a un peu la même fonction que le label qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez pouvoir repartir avec votre niveau de développement humain et l'afficher également sur votre site internet pour montrer que vous avez mis en place une vraie démarche et que vous avez embarqué vos collaborateurs avec vous. Tout à fait. Et en même temps, j'essaie de rebondir. Je me dis aussi, notre EDH, enfin, mon EDH, il nous permet de travailler sous forme de groupe, c'est-à-dire que d'aller interroger des groupes différents. Donc, ça pourrait très bien aussi être un moyen d'aller voir la perception qu'ont nos collaborateurs sur le bien-être, la santé au travail, par rapport, par exemple, à une catégorie socio-professionnelle, par rapport à un âge, par rapport à hommes et femmes. On pourrait utiliser ça comme ça. Tout à fait. Sachant que ça reste des données anonymes, je précise. Oui, c'est important, effectivement. Il y a une autre question. Pourrait-on avoir... Oui. Eh bien, écoutez, normalement, le replay il sera en ligne à partir de, allez, on va dire, fin d'après-midi ou d'ici 1 heure max. C'est ça? 2 heures? OK. En tout cas, tous ceux qui se sont inscrits, donc à partir du moment où vous avez participé aujourd'hui, vous avez accès à la fois au support et à la fois au replay sans problème. Peut-on le tester individuellement avant de décider de lancer une campagne? Alors, toujours pour mon EDH, du coup. Effectivement, vous pouvez, en tout cas, vous avez une première étape qui va être de vous inscrire. Et ensuite, alors, je n'ai plus le chiffre en tête, il me semblait qu'il fallait avoir vous ne pouvez pas le créer à titre individuel, une campagne, il faut au moins 2 personnes. Ouais, il faudrait qu'on vérifie. Alors, excusez-nous pour le coup. Mais sur le site internet, en tout cas, tout est expliqué. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez avoir toutes les étapes suivantes sur comment créer votre campagne. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'outil est gratuit et que vous êtes accompagné par un collaborateur de chez LGP Conseil sur toute la démarche. Donc, si vous avez la moindre question, surtout, vous n'hésitez pas, vous nous contactez et on peut vous accompagner pas à pas. C'est prévu avec le lancement de l'outil, donc aucun problème. Est-ce qu'on a d'autres questions? A priori, on a fait le tour. Allez voir dans le chat, tu as raison. Pour répondre à la question de Margot, OK. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si on a fait le tour de toutes vos questions, alors vous voyez juste à l'écran, on se permet, si ce webinaire vous a intéressé et que vous souhaitez continuer d'enrichir votre réflexion sur le développement humain, on a un webinaire qui est organisé le 22 mai et qui s'intéresse cette fois au travailler ensemble. Qui est quand même assez essentiel et on l'aborde notamment dans des périodes où il y a de plus en plus de télétravail, de travail à distance et vous aurez ici les clés pour pouvoir continuer d'avoir un collectif soudé. Ok, eh bien, écoutez, encore une fois, merci beaucoup à tous pour votre présence et votre écoute. Un grand merci et j'espère que ça vous a autant plu qu'à nous. J'espère à bientôt. Et à bientôt.